Ils ont cherché des hôpitaux pour m'offrir une assistance médicale. Ils avaient entendu parler d'un centre qui se consacrait aux personnes handicapées. Et ils ont donc trouvé cette alternative pour moi. Et ils étaient très contents de pouvoir m'aider dans cette institution pour personnes handicapées. C'est en 2013 que je suis passée dans ce centre, dans cet établissement. J'étais très content d'être là et je pouvais voir ma famille pendant les vacances. Mais c'est vrai aussi qu'il y avait d'autres personnes qui parfois ne rencontraient pas leurs parents, dont les parents les manquaient parce qu'ils ne les voyaient jamais. Et ça me faisait vraiment me sentir très mal à l'égard de ces enfants qui ne voyaient pas leurs parents. En 2018, après 5 ans dans une institution, j'ai pu rentrer chez moi. J'étais très content à ce moment-là parce que je m'attendais au soutien de mes frères et sœurs ainsi que de mes parents une fois à la maison. Surtout, j'espérais qu'ils pourraient me soutenir dans ma formation. Je dois vous dire que lorsque j'étais dans l'institution, les professeurs m'aidaient, mais à la maison, ce n'était pas du tout facile d'avoir quelqu'un pour m'aider avec mes devoirs. Et ça me faisait vraiment me sentir très mal. Et c'est pour ça que j'ai échoué lors des derniers cours scolaires. Mais maintenant, je suis accompagnée de beaucoup d'amis et je les soutiens eux aussi dans leur éducation. J'ai maintenant beaucoup d'amis dans ma communauté. Dans l'institution, ce n'était pas toujours facile de faire des amis parce que les enfants allaient à l'école. Mais maintenant, j'ai mon frère et mon petit frère. Et c'est pour ça que je suis plus content maintenant. Et une chose aussi très positive, c'est que lorsque je vis maintenant chez moi, je peux sortir quand je veux. Dans l'institution, ces sorties n'étaient pas toujours possibles. Et je suis avec mes parents maintenant, ils me soutiennent beaucoup. Et je suis un des meilleurs étudiants de ma classe. Je me sens vraiment très appuyée et renforcée, encouragée. Ces souvenirs doux, mes souvenirs sont très doux.
Lorsque j'étais dans l'institution, ma famille me manquait beaucoup. C'est pour cette raison que les enfants devraient pouvoir aussi vivre avec leurs parents. J'ai certains rêves. J'aimerais que les enfants handicapés aient beaucoup plus d'opportunités. C'est un de mes rêves. L'année dernière, j'ai écrit une chanson au nom des enfants handicapés. Je voulais manifester que les enfants qui souffrent de handicap devraient être appuyés et aidés, qu'ils doivent rester avec leur famille et pas dans des institutions. Il faut les aider. Il faut les encourager. C'est notre devoir. Merci d'avoir écouté mon témoignage. Merci beaucoup, Aimé. C'était vraiment très émouvant, très inspirateur. Merci. Nous allons maintenant passer à notre intervenant suivant, Sagar, qui vient de l'Inde et qui va parler pendant 5 minutes. Sagar est une personne qui a abandonné son foyer lorsqu'il avait 14 ans parce qu'il disait qu'il n'y avait pas de paix à la maison. Il va donc partager avec nous son histoire au sujet de sa famille, des conflits familiaux, des adversités familiales qu'il a vécues. Grâce à l'aide de l'ONG Butterfly, il a reçu des solutions. Et maintenant, Sagar a prévu de commencer l'université à la fin de l'année. Sagar, vous avez la parole pour nous raconter votre histoire. Salutations à tout le monde. Je m'appelle Sagar et j'habite à Nouvelle-Delhi, dans une communauté avec ma famille. Et je remercie le Comité des droits des enfants des Nations unies de m'offrir cette opportunité de m'adresser à vous. En me basant sur mon expérience aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi les enfants abandonnent leur foyer. Tout d'abord, le milieu familial est une raison importante. Lorsque le milieu familial ne marche pas à cause de maltraitance, de drogodépendance ou de parents qui insultent leurs enfants ou qui se bagarrent, ces enfants sont forcés à abandonner leur foyer. Il s'agit de situations de stress aussi. Également, le stress provoqué par les communautés sont une autre raison pour abandonner le foyer. Que pouvons-nous faire face à ces situations-là? Tout d'abord, les gouvernements devraient être capables d'identifier les familles où cela ne marche pas et essayer de mettre en place des programmes sociaux pour ces familles. Deuxièmement, ils devraient
y avoir beaucoup plus d'informations au sujet des programmes d'assistance aux familles. Il faudrait en faire la publicité peut-être dans les médias, la radio, la télévision, car souvent la société ne les connaît pas. Troisièmement, les enfants et les jeunes devraient avoir l'opportunité de s'exprimer sans peur, sans pression, à la maison, à l'école et dans la communauté et devraient recevoir le soutien approprié. Quatrièmement, le gouvernement devrait inclure les enfants et les jeunes dans leur planification. Cinquièmement, les comités de protection des enfants devraient être formés dans la communauté où les parents, les leaders, les enfants devraient pouvoir participer et en être les leaders. La responsabilité devrait être d'écouter les problèmes des enfants, des jeunes, trouver des solutions et faire en sorte que le gouvernement puisse offrir le soutien nécessaire. Le comité devrait déployer des efforts constants pour qu'il puisse y avoir un milieu encourageant pour les jeunes et les enfants dans la communauté. Le comité devrait faire des efforts constants pour qu'il y ait un milieu encourageant pour les enfants de la communauté. Sixièmement, je vois que à cause de différents problèmes, les familles souffrent de stress mental. C'est pour cela que la santé mentale devrait faire partie des programmes sanitaires des gouvernements. Sept, dans la zone où nous vivons, il n'y a pas d'espace sûr pour que les enfants puissent jouer au foot ou à d'autres sports. Il faudrait donc ouvrir des terrains de foot et autres pour que les enfants puissent jouir d'une santé mentale et physique. Et finalement, la famille est une partie très importante de la vie des enfants. Les gouvernements, les ONG, les communautés devraient aider pour que les familles ne tombent pas dans la marginalisation. Merci. Merci. Merci beaucoup. Elle habite en Écosse. Elle est membre du groupe de jeunes de plaidoyer et elle est conseillère pour le commissaire à l'enfance d'Écosse. Elle va nous parler de comment les enfants se sentent par rapport à leurs droits. Elle va également parler des communautés et elle va également parler de ce qui serait nécessaire pour éviter ce type de support et de protection de remplacement. Cadence, vous avez la parole. Bonjour, je suis Cadence. Je suis la plus grande fille d'une famille de 8 enfants. Ceci fait partie de mon identité. Je ne sais pas comment je serais si la situation serait différente, mais je ne serais plus comme ça. Malheureusement, beaucoup d'enfants sont séparés de leur famille et ils perdent leur identité. Et ils gardent vraiment toutes les expériences qu'ils vivent à l'intérieur. Un exemple que j'ai lu dans un rapport, Francesca a dit, ils ne se rendent pas compte, ils essaient de te protéger, mais au final, ils te protègent de toi-même. Au fond, quand on se sent en sécurité, on a envie de raconter tout ce qui s'est passé.
Après avoir raconté ces expériences, on n'est plus la même personne. L'identité est un problème important pour les personnes qui sont dans un système de protection. Francesca me l'a appris et je suis d'accord avec ce constat. Lorsque les enfants sont séparés et rentrent dans le système de protection, eh bien, on change sa manière d'être parce que ceci façonne l'identité. Les enfants euh, sont, doivent passer par ce processus. Ils sont constamment exclus des conversations, même si les autres disent parler et agir dans leur intérêt, ils parlent à la place des enfants. Et en ce faisant, ils n'ont pas cette possibilité. Il n'y a pas une bonne solution, une unique solution pour tout le monde. Nous voulons être écoutés, mais en même temps, c'est nous qui vivons notre vie. Vous ne vivez pas ma vie. Donc, ne mettez pas ma voix en silence. Un autre souci important, c'est le bien-être maternel qui est toujours mis de l'avant. Si nous lisons les rapports du monde occidental dans ce sujet, nous le constatons. Lorsque ma sœur a été donc séparée de la famille, on a dit qu'il n'y avait pas de place dans le lit, qu'elle devait dormir sur le canapé. Et donc ceci a été présenté comme un argument pour la sortir de la famille. Mais pour nous, le plus important, c'est de grandir dans une famille et non pas si nous sommes riches ou pas. Nous devons donc écouter, nous devons garantir que la voix des enfants soit écoutée. Nous devons œuvrer dans le meilleur intérêt des enfants, mais nous devons considérer que tous les enfants sont différents et ce qui est bon pour un enfant, c'est peut-être pas bon pour un autre. Donc, il s'agit de nos voix, donc nous avons besoin de votre support pour que nos voix soient entendues. Il y a beaucoup de personnes, cependant, qui euh, souffrent beaucoup à cause du système et donc leurs voix ne peuvent pas être écoutées. Nous devons donc soutenir ces enfants. Nous devons soutenir les jeunes également pour qu'ils puissent participer à ces processus. Ceci inclut les enfants adoptés. Il y a donc des rapports différents. Il y a beaucoup de personnes adoptées qui ont été séparées de leur famille. Et au Royaume-Uni, il y a beaucoup d'affaires dans ce domaine. Il y a beaucoup de parents qui luttent pour changer cette situation. L'adoption est compliquée et les enfants et les jeunes adoptés ont une voix qui doit être également écoutée. Nous devons nous assurer que les enfants sont écoutés dans toutes les décisions les concernant. Il y a plusieurs organisations qui disent représenter les jeunes, mais ensuite ils ne consultent pas les jeunes pour rédiger leur rapport. Les jeunes et leurs familles doivent pouvoir parler et s'exprimer. Nous ne faisons pas payer, nous ne sommes pas des professionnels, mais c'est notre vie qui est en jeu. C'est pourquoi nous aimerions voir qu'il y a davantage de services de support conçus par des jeunes, par les jeunes eux-mêmes. Nous voulons vivre des vies heureuses dans nos familles et nous savons que nous sommes une partie importante de la solution. Merci pour votre attention. Cadence, thank you for this extremely. Cadence, merci pour cette contribution excellente. Merci parce que vous avez donné beaucoup d'éléments pour la réflexion. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer à notre orateur suivant. Il s'agit en fait d'un discutant. Les discutants vont partager avec nous leurs considérations autour des questions, des solutions. Ils vont également mettre l'accent sur les principales questions dans la matière. Le premier discutant est M. Victor Giorgi, directeur général de l'Institut interaméricain des droits de l'enfant. Il travaille aussi avec d'autres organisations partenaires pour systématiser et collecter des données sur l'amélioration des droits de l'enfant, des environnements familiaux, les cadres réglementaires, etc. Et il publie également des recommandations pour les gouvernements dans ce domaine. Victor, vous avez la parole.
Muchas gracias, muy buenos días. Merci. Bonjour ou bon après-midi, bonsoir, en fonction d'où vous vous trouvez. Tout d'abord, je souhaite saluer les participants à ce forum de débat du comité en relation avec les droits de l'enfant. Je remercie les personnes qui ont parlé avant moi. Et au nom de l'Institut interaméricain des enfants et des adolescents et de l'Observatoire régional sur le droit à vivre en famille, nous travaillons avec AISOS International aussi. Donc, nous vous remercions. Je pense que cette question qui consiste à garantir que tous les enfants grandissent dans des familles sûres et enrichissantes présente des points de base qui émergent de la Convention des droits de l'enfant et d'autres documents, comme par exemple les observations générales. Tout d'abord, la famille est le meilleur espace pour la protection et pour l'éducation de l'enfant. C'est le premier constat. Ensuite, ces familles prennent des formes différentes, des structures différentes et des distributions de rôles et des responsabilités également différentes. En ce sens, et dans le contexte américain, nous considérons que nous devons garantir une large diversité des familles qui doivent être considérées. Troisièmement, il y a une limite dans cette question de la famille. Le titre de notre convocation parle donc de familles sûres qui renforce ou encourage le développement. On parle donc d'offrir des opportunités pour développer la compréhension, l'estime de soi et la connaissance de soi. La famille doit recevoir et offrir de la protection qui doit être centrée sur l'enfant. On doit faire la promotion de la dignité de l'enfant également. Donc, il y a toute une série de critères qui renvoie à la qualité. Donc, on dit que la famille est le meilleur endroit. On a dit également que les familles sont différentes dans leur formation, mais elles doivent avoir un fonctionnement qui garantisse certains éléments qui concernent l'intérêt supérieur de l'enfant. Une autre idée qui est très claire et dont les jeunes ont également parlé, c'est cette fausse dichotomie entre les responsabilités de l'État et de la famille. La famille est le premier garant, mais l'État ne doit pas attendre à ce que la famille échoue ou se brise, mais l'État doit soutenir et promouvoir le potentiel de cette famille pour prendre soin des enfants. Et ceci me mène à la question de la qualité des soins ou de la protection. Le soin apparaît traditionnellement associé au contrôle, à la protection, n'est-ce pas? Cependant, depuis l'approche de la Convention, nous devons considérer ce qu'implique protéger et prendre soin d'un sujet qui est en cours de développement. Parce que ceci est différent de ce qui traditionnellement a été considéré comme prendre soin des enfants en général. Cette nouvelle convention implique la responsabilité de garantir des conditions environnementales et les expériences nécessaires pour l'évolution pleine de l'enfant. Accompagner, orienter et soutenir effectivement le processus d'autonomie progressive, c'est-à-dire le processus de croissance, qui est toujours un processus conflictuel entre l'enfant et les adultes de référence. Et ceci doit être accompagné, soutenu pour que ceci n'atteigne pas des niveaux critiques. Il faut garantir l'accès aux droits et renforcer et préparer pour l'atteinte de ces droits collectivement ou personnellement en fonction du degré de développement de la personne. Ceci nous mène à la question des politiques publiques. Nous avons dit récemment que l'État a la responsabilité non seulement d'assumer des situations dans lesquelles il y a une rupture de la famille ou une impossibilité de prise en soin des enfants, mais il doit également avoir des politiques proactives. En ce sens, à l'Institut, nous considérons 3 niveaux de politique. Une politique universelle pour toutes les familles qui
est basée sur le renforcement des capacités familiales pour la prise en charge des enfants, la promotion de disciplines non violentes, la promotion d'une meilleure compréhension des besoins de chaque enfant à chaque moment de leur vie, et en même temps considérer tout ceci depuis l'approche des droits, et qui doivent avoir des habiletés pour le dialogue, pour la communication intergénérationnelle. Ce niveau de promotion implique des politiques universelles promouvant ces niveaux et tendant à la meilleure qualité des soins et à un bon vivre ensemble dans la famille. Un deuxième niveau est un niveau de protection plus spécifique concerne les familles à risque, dans lesquelles les enfants peuvent éventuellement perdre les points de repère dans la famille. Donc, nous devons assurer tous les supports nécessaires pour que les familles remplissent leur rôle. Ceci concerne les conditions minimales pour l'exercice du rôle de père ou de mère. Ceci concerne également les conditions économiques, les conditions d'infrastructure du logement, mais aussi des supports techniques, des outils, des connaissances, des ressources, afin que les familles puissent remplir leurs fonctions. Si nous incluons également les politiques de l'emploi. En Amérique, il y a beaucoup de lois qui protègent l'employé pour qu'il puisse prendre soin des enfants en termes des horaires ou de permission en cas de maladie des enfants, mais il y a une grande masse d'employés informels qui n'ont pas ces ressources, qui n'ont pas cette capacité de négociation de leurs conditions de travail, ce qui rend extrêmement difficile le rôle de père ou de mère. Et puis le troisième niveau, c'est la restitution. Donc une fois qu'il faut séparer un enfant de sa famille parce que la situation vraiment met en danger sa dignité et est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, parce que la famille est désintégrée pour des raisons différentes, dans ces cas-là, il faut chercher des alternatives. Et là, il y a une responsabilité de l'État dans la recherche de ces alternatives qui est une base familiale et communautaire. Et nous devons briser cette tradition du placement en institution. En Amérique, nous avons un haut degré de placement en institution chez les enfants et il y a un discours pratiquement unanime pour dire que ce n'est pas la bonne manière de prendre soin des enfants. Cependant, il y a différents facteurs institutionnels, corporatifs, politiques, financiers, avec ou chez lesquels le placement à l'institution reste la principale ressource et les autres formes de protection à base familiale et communautaire n'arrivent pas à se développer. Tous les États de la région, au jour d'aujourd'hui, ont des expériences d'accueil familial, de protection alternative, de protection de remplacement alternative. Cependant, si nous regardons les chiffres, nous constatons que ces expériences, en général, sont très petites par rapport au nombre d'enfants qui sont placés à l'institution. Ça, c'est un grand challenge, non seulement pour ceux qui travaillent dans la région, mais aussi pour ceux qui soutiennent les projets depuis l'extérieur de la région. Nous avons constaté qu'il y a même des bailleurs de fonds qui font la promotion de ces institutions et je pense que c'est une question à laquelle nous devrions travailler à fond pour justement faire en sorte que nous promouvons des traitements ou des solutions basées sur la famille et la communication. Merci pour votre et la communauté, pardon. Merci pour votre attention. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup à Victor pour cette contribution très intéressante et analytique. Maintenant, nous avons notre prochain discutant ou discutante, Madame Lorenza Foghill. Elle est directrice de Hope and Homes for Children de l'Afrique du Sud, qui va parler du modèle de support actif pour les familles, dont le but est de renforcer le réseau social, l'attachement à la famille et à la communauté, et dépasser l'exclusion sociale. C'est un modèle qui a été développé pendant 30 ans par cette association et c'est un modèle qui est mis en place de manière très satisfaisante en Afrique du Sud. Madame Foghill a beaucoup d'expérience, une longue expérience en Afrique. Lorenza, merci, vous avez la parole. Bonsoir.
Merci. Nous travaillons à 5 provinces en Afrique du Sud pour catalyser notre modèle. Nous travaillons également avec le département de prévention et de développement social. À cause de la pandémie du COVID-19, l'Afrique du Sud s'est trouvée dans un état national de désastre depuis mars 2020 avec tous les confinements. Ceci a un impact négatif sur les familles qui avaient des situations difficiles. La pauvreté, l'insécurité alimentaire a augmenté suite à l'augmentation du chômage et des hauts niveaux de violence également ont été constatés et les abus ont également augmenté. L'accès aux services a été difficile et sporadique. Malgré la législation progressive, comme la loi pour les enfants, le système de protection des enfants en place est réactif et basé dans les institutions. Plus de 90% des enfants placés dans les institutions sont là à cause de la désintégration des familles, les principaux éléments de laquelle sont la négligence, l'abus, des comportements difficiles et la pauvreté. La prévention est un élément critique, mais qui ne dispose pas des ressources nécessaires dans le système. Le support du gouvernement s'est affaibli. La résilience communautaire également. Nous avons besoin d'un modèle de prévention basé sur la communauté efficace, fiable, qui se concentre sur le fait de garder l'enfant dans la famille et dans la communauté. Nous avons développé un modèle de prévention qui s'occupe de cela justement. Notre modèle de prévention basé sur la famille offre le cadre, les outils et la formation afin de coordonner, d'équiper et de fournir des ressources au réseau d'experts et de fournisseurs de services dans les communautés. Notre modèle permet également de mesurer les impacts et permet de rendre l'agence dans les communautés. Notre modèle de prévention se concentre sur l'identification précoce, l'intervention rapide, la supervision et le support. Voici donc le cœur de ce modèle basé sur les communautés. C'est un programme qui permet également de fournir des interventions sur le terrain et cela par des professionnels réglementés. Le gouvernement joue un rôle clé également pour fournir de la durabilité et pour assurer les budgets pour garantir la prévention, pour fournir des services de qualité, pour coordonner et pour soutenir les services spécialisés et pour mesurer les résultats pour les enfants et pour les familles. Les familles sont plus résilientes et elles s'adaptent mieux au changement. Elles deviennent des acteurs actifs dans la gestion de leur propre écosystème à travers l'accès aux services. Ceci réduit leur dépendance de la part du gouvernement pour une intervention urgente. Les communautés, les ONG ont de l'agence pour mettre en place des interventions rapides et pour garantir l'accès aux services et pour stabiliser les familles. Qu'est-ce qui marche dans le support des familles? Eh bien, le point principal, c'est l'identification précoce et des interventions rapides. Nous devons augmenter la résilience et nous devons réduire les facteurs négatifs. Ce modèle permet dans toutes les conditions une identification précoce, une intervention rapide et un support rapide également, une évaluation profonde à travers tous les domaines concernant l'enfant et la famille. Et il fournit également la base pour un plan de services familiaux. C'est un programme qui permet également de mesurer les résultats et ceci permet également l'obtention de meilleurs résultats. La participation intentionnelle des enfants dans tous les domaines est fortement encouragée et mesurée tout le long du processus. La capacitation, l'autonomisation des jeunes, des enfants, pour qu'ils puissent être autonomisés et capacités dans tous les niveaux. Ensuite, il est également important de créer des programmes de gestion du temps, également des services qui sont offerts aux familles.
Ensuite, d'autres services pour pouvoir stabiliser les enfants dans des programmes de traitement. Tout cela pour faciliter la gestion de la part des parents de toutes ces conditions. Ceci est très important pour la sauvegarde, pour permettre l'identification précoce et l'intervention effective pour mitiger la montée en puissance et les dommages. En 8 mois, 136 familles, on a pu éviter la désintégration de 136 familles dans nos communautés. Il faut donc garantir que les familles ont accès aux documents, aux aliments, ensuite aussi aux communications. Et puis aussi, il faut couvrir les cas les plus difficiles, y compris le cas d'un enfant qui était donc qui a fait l'objet d'un trafic d'une autre région. Et donc, l'intervention rapide a inclus donc, des interventions au niveau familial pendant l'enquête. Et le résultat a été très satisfaisant parce que l'enfant a pu être réuni avec sa famille. Il y a encore beaucoup trop de dépendance de la part du gouvernement. Ça, c'est un obstacle. Il y a aussi une tendance de placement à l'institution. Il y a un manque d'un outil de collecte des données. Ceci a l'impact sur le budget et sur la fourniture de services. Nous avons besoin de la participation de tout le gouvernement. Les communautés dépendent de ces services de l'État et ceci a des résultats mauvais. Comment pouvons-nous résoudre ceci? Eh bien, nous sommes satisfaits des résultats de ce modèle et de l'impact positif des outils de gestion des cas. Grâce aux actions efficaces, et il faut dire que ce modèle est un modèle relationnel basé sur les points forts des communautés et des familles, et c'est un modèle aussi systémique avec des rôles clairs et des outils et des données solides. Les gouvernements devraient utiliser des modèles comme celui-ci pour soutenir les bonnes pratiques et surtout la prestation de services à l'échelle communautaire. Et il faut aussi faire participer les membres de la communauté. Il faudrait améliorer la qualité, l'accessibilité des services les plus importants qui sont élaborés pour soutenir les familles. Merci. Merci beaucoup, Lorenza. C'était vraiment très intéressant et une preuve de l'importance d'avoir des interventions complètes. C'est quelque chose de très important pour les familles. Et nous allons maintenant passer la parole à Monsieur Spirov, Bisser Spirov de la Bulgarie, qui a soutenu le système des soins aux enfants en Bulgarie afin de réduire la dépendance par rapport aux grandes institutions et encourager par contre les familles d'accueil. Monsieur Spirov a eu beaucoup d'expérience avant ceci dans la réintégration des enfants qui avaient été séparés de leur famille. Monsieur Spirov, vous avez la parole. Merci, merci beaucoup. Merci, je m'appelle Bisser Spirov et je suis le directeur de l'UMUS. C'est une succursale d'une organisation internationale qui défend un modèle de sécurité pour tous les enfants dans le monde entier. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait des institutions comme les orphelinats pour les enfants. Nous pensons que les familles peuvent rester ensemble, que les enfants ont besoin de famille et nous voulons éviter à tout prix les séparations innécessaires des enfants par rapport à leur famille. J'ai travaillé pendant 25 ans dans le système de soins et de protection aux enfants en Bulgarie, concrètement à Sofia. J'ai aussi travaillé comme conseiller de projet et consultant
afin d'améliorer et développer les services qui soutiennent les enfants pour qu'ils puissent vivre dans leur communauté et leur famille. J'ai travaillé avec beaucoup d'enfants qui ont été séparés de leur famille et placés dans des établissements ou d'autres formes de protection. Et j'ai découvert que dans la plupart des cas, la séparation des enfants par rapport à leur propre famille aurait pu être évitée. Mais malheureusement, trop souvent, les services et tout le système de protection sont très centrés sur des réactions lorsque trop réactifs, donc au lieu d'être préventifs. Il y a plusieurs cas sur lesquels j'ai travaillé et jamais je n'ai trouvé un père ou une mère pensant à abandonner son enfant et laissant l'enfant dans les mains d'une tierce personne. Au contraire, c'était la peur principale, la peur de la plupart de tous les parents, sinon de la plupart, être séparés de leurs enfants, que leurs enfants soient éloignés d'eux et qu'un étranger se charge de leurs enfants. Je crois que tous les parents et toutes les familles souhaitent la meilleure solution pour leurs enfants, mais être un père, une mère n'est pas toujours facile. Certaines familles ont des difficultés pour pouvoir éduquer leurs enfants. Et malheureusement, certaines familles trouvent que c'est un enjeu trop grand et c'est pour cela qu'ils échouent. Mais c'est là où se trouve la clé. Il faut qu'il y ait un système de protection sociale qui, au lieu de séparer les enfants de leur famille, soutiennent les parents, leur permettent de se charger de façon appropriée de leurs enfants pour éviter les séparations est nécessaire. Je pense qu'il s'agit donc de trouver de bons projets, de bonnes pratiques et surtout d'exiger un changement mondial des établissements de protection pour que chaque enfant puisse vivre avec sa propre famille. J'aimerais brièvement vous raconter l'histoire d'une jeune fille, maman, à l'âge de 17 ans. Elle n'avait pas son propre document d'identité. Et ceci, évidemment, lui compliquait la vie lorsqu'elle voulait obtenir un certificat de naissance pour son enfant. C'était aussi un problème pour elle-même parce qu'elle ne pouvait pas recevoir les prestations sociales qu'elle aurait dû recevoir. D'un autre côté, son partenaire n'avait pas non plus d'identification, ce qui l'empêchait de trouver un travail permanent. Sa maman vivait à l'étranger et ne pouvait pas rentrer dans son pays. Donc, vous voyez, il y avait ces deux jeunes parents qui n'avaient pas beaucoup de soutien. Ils avaient, au contraire, très peu de revenus. C'était un cas facile où la situation a été prise rapidement. On voulait séparer le bébé de leurs parents. Mais en fait, avec un peu de soutien économique qui ne serait même pas comparable au coût de séparer le bébé de sa famille et du placement dans une protection de remplacement, cette bébé qui est une petite fille, euh, se trouve maintenant dans une famille d'accueil et elle fait des réunions avec la famille biologique. Il y a donc un lien très fort entre le bébé et ses parents biologiques. Nous savons que le développement d'un lien sûr est indispensable pour un enfant. Et ceci n'est pas possible dans les institutions, même dans les meilleures institutions. En plus, avec le soutien de beaucoup d'experts et professionnels des services sociaux, le document d'identité de la mère a été élaboré, ce qui a été très important, non seulement pour la maman, qui maintenant peut recevoir des prestations sociales de l'État, mais aussi pour le bébé, parce que maintenant, le bébé a été inscrit et grâce à cela, le bébé peut jouir d'un de ses droits fondamentaux.
Donc, malgré cette situation, la famille est ensemble. Ça pourrait être le cas pour beaucoup d'autres enfants. Mais imaginons que ceux qui travaillaient par rapport à ce cas auraient pensé qu'il avait été mieux, par exemple, de séparer le bébé de sa maman parce qu'elle n'avait pas suffisamment de capacité parentale. Ou encore pire, si le système social s'était basé ou était trop dépendant des institutions spécialisées pour enfants ou d'autres types de centres résidentiels. Dans un système comme celui-ci, le bébé aurait été séparé de sa famille parce que les institutions sont souvent comme la solution irréversible des problèmes. J'ai voulu partager avec vous ce cas parce que je pense qu'il exprime très clairement qu'il faut éviter la séparation nécessaire des enfants par rapport à leur famille. C'est quelque chose d'essentiel. Il y a un dicton qui dit que c'est toujours mieux de prévenir que de guérir. Et sans doute, tout ceci est très vrai lorsque nous parlons de l'attention et des soins pour les enfants. J'ai aussi d'autres cas de succès que je pourrais exprimer, mais de toute façon, ce que je souhaite, c'est surtout faire 3 recommandations pour éviter ces séparations nécessaires. Et d'abord, par rapport à l'accès aux services sociaux. Il faudrait qu'il y ait un accès facile aux services sociaux. Tous les cas, et lorsque je parle de cas, je parle d'enfants vulnérables, mais aussi de familles et parents, doivent être visibles par rapport au système. La pandémie de la COVID nous a montré que même dans les pays où ces systèmes de protection existent, il y a beaucoup de cas qui sont cachés au système. Les réactions trop tardives n'évitent pas la séparation. Et là, ma deuxième recommandation, il faut qu'il y ait un soutien pour la famille aussi, pour qu'elle puisse surmonter ces situations de crise. C'est quelque chose d'essentiel. C'est un peu ce qui a été commenté par une de nos oratrices précédentes, ce soutien aux parents. Les familles ont besoin de soutien pour pouvoir surmonter leur crise. En fait, il y a beaucoup de cas qui nous montrent que lorsque l'on apporte un soutien dans les moments critiques aux familles, cela évite que l'enfant soit séparé de sa famille. Finalement, et tout aussi important, il faut qu'il y ait la collaboration entre les différents acteurs. Il s'agit d'un point essentiel parce que l'élargissement du réseau de prévention, il faut aussi qu'il y ait une meilleure communication, un meilleur échange d'informations, mais aussi c'est une façon donc de renforcer les ressources. Il s'agit donc d'adopter une vision pour pouvoir maintenir de coopération, pour maintenir les familles ensemble. Et il y a beaucoup de cas de familles qui ont du succès, qui sont le résultat non seulement d'un travailleur, non seulement d'un professionnel municipal ou d'un fonctionnaire ou d'un salarié d'une ONG. Il s'agit plutôt du résultat du travail de toute une équipe qui a travaillé ensemble. Il est nécessaire donc que les professionnels soient capables d'utiliser les ressources des ONG, de la société civile et d'autres communautés et groupes marginalisés, parce que je pense que c'est la seule façon vraiment de reconnaître les changements qui permettront vraiment aux enfants donc de vivre dans le sein de leur famille, avec leur famille. Merci, merci beaucoup. Merci pour cette intervention aussi très inspiratrice. Et nous avons maintenant une dernière intervention. Il s'agit du Dr. Jill Mayne, professeure associée à l'Université de Leeds, qui travaille concrètement sur l'exclusion des enfants et qui surtout comprend la perspective des familles et des enfants, surtout dans des milieux de pauvreté.
C'est une personne donc qui analyse les situations de pauvreté et les situations de déprivation sociale. Docteur Jill Main, vous avez la parole. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment impressionnée par la présentation qui a été faite ici par ces enfants et aussi ses parents, y compris ce que Cadence nous a présenté aujourd'hui. Et je pense qu'il est important de dire que nous avons beaucoup demandé aux jeunes de partager leurs expériences. Moi aussi, j'ai vécu en tant que fillette le système de protection sociale. C'est pour ça que je sais qu'il faut beaucoup de courage pour pouvoir présenter ces témoignages. J'en suis vraiment très respectueuse. J'aimerais commencer par un principe qui devrait être au centre de cette protection de remplacement, la participation. Et je veux dire par là une participation significative et approfondie des jeunes, des enfants et des parents dans toutes les institutions de remplacement. Les enfants doivent compter sur, il faut compter sur les enfants dans toutes les politiques, comme le dit la Convention des droits de l'enfant. Le problème est que dans la pratique, il ne s'agit que d'une mesure théorique. Une personne jeune nous a décrit sa participation simplement comme être dans une chambre pleine d'adultes où personne ne l'écoute. Ce n'est pas le respect fondamental, cela. Donc, je vais vous parler de l'importance des relations dans les vies des enfants et des voies perverses dans lesquelles les ressources sont mal versées au Royaume-Uni. Il faut resituer les droits des enfants au cœur. Les relations par rapport aux enfants et les décisions quant au placement des enfants dans les institutions se centrent toujours sur la relation entre les enfants et les parents. Mais les enfants ont aussi des rapports avec leurs enfants, avec leurs frères, leurs sœurs, les professeurs, etc. C'est ce que Cadence nous disait aussi. L'identité des jeunes vient marquée par les parents. Mais souvent, dans ces institutions, on sépare les frères et sœurs et on sépare les enfants de leurs réseaux familiaux. Et ceci suppose un problème pour le présent et le futur des enfants. Il faut se centrer sur les dommages provoqués à long terme. Il y aurait très peu d'adultes qui toléreraient ceci. Il s'agit d'enfants auxquels on nie et on refuse des informations par rapport à eux-mêmes. Ceci n'est pas acceptable. Une action clé ici, c'est le fait que les interventions par rapport à la protection des enfants devraient insister sur toutes les relations que les enfants identifient comme étant importantes. Les ressources sont investies principalement dans la séparation entre famille et enfants. Et surtout, c'est à cause de la pauvreté. Il y a donc un appauvrissement constant des familles. On dit aux familles qu'elles négligent leurs enfants, mais en réalité, elles font ce qu'elles peuvent dans une situation vraiment impossible. La solution idéale serait pour les gouvernements, que les gouvernements puissent profiter de crédits universels. Le gouvernement n'a pas prévu les modèles de logement adéquats pour les enfants et donc tout ceci est très loin d'aider ces familles. Nous devons donc nous assurer que les travailleurs sociaux sont préparés face à la pauvreté. Par exemple, les services municipaux où je travaille. Bon, je ne travaille pas dans la municipalité, je travaille à l'université, mais maintenant, les travailleurs sociaux nous parlent plus de pauvreté que de maltraitance ou négligence.
Il s'agit aussi de tenir compte de l'expertise des enfants, des jeunes et des parents dans toutes les formations sociales. Les travailleurs sociaux doivent savoir différencier entre les dommages provoqués par les parents et les dommages provoqués contre les familles par l'État. Il ne s'agit donc pas de séparer les enfants de leur famille et de les placer dans des centres d'accueil. Il faut qu'il y ait donc des revenus appropriés pour ces familles, pour qu'elles puissent mieux s'occuper de leurs enfants. Et sans doute, les personnes qui étaient dans ces centres, dans ces foyers, sont ceux qui connaissent le mieux comment se tissent les relations là-dedans. L'expertise des enfants et les préférences sont trop souvent ignorées. Les adultes disent aux enfants que le système les protégera, mais tous les enfants qui nous parlent de ces centres nous parlent d'exclusion, d'harcèlement et autres. La protection de remplacement ne peut pas se faire sans la participation des enfants. Il faut donc que les enfants puissent participer donc à leur futur. On ne peut pas créer une recette unique pour tous les enfants parce que ceci endommage l'enfant, sa confiance, son estime de soi-même et son identité. Il faut vraiment aller au-delà de ces systèmes et il faut donc changer tout cela avec une mentalité de restauration. Et il faut donc comprendre les dommages que le système actuel est en train d'infliger aux enfants. Et sans doute, si nous faisons tout cela, les choses seront différentes pour les enfants, même s'il n'y a pas une seule solution. Nous avons beaucoup d'outils. Nous pouvons faciliter le processus et nous sommes prêts si nous avons les ressources et l'engagement des politiciens et des décideurs. Il faut vraiment protéger les enfants et utiliser adéquatement les ressources. Merci. Merci beaucoup, Jill, pour cette intervention si pleine de passion et vraiment très intéressante. Et maintenant, quelques commentaires. J'ai commis une erreur. Il y a un point très important que je dois commenter. Christine Stepanova, qui est la directrice des services de protection des enfants en Lituanie, a mis en marche des projets très intéressants avec l'objectif de soutenir les familles qui ont des difficultés, qui peinent à s'occuper de leurs enfants. Mais avant de passer la parole à Kristina Stepanova, je voudrais tout d'abord insister sur deux aspects. J'aimerais vous demander de lire les questions qui sont sur le chat et nous essayerons d'y répondre à la fin. Et puisque nous avons un peu de retard, je pense qu'il faudra un peu réduire le temps du débat, juste après la présentation de Christina. Christina, vous avez la parole. Merci. Bon après-midi, bonsoir à tout le monde. Merci Bragi et merci au comité pour me donner l'opportunité de partager l'expérience de la Lituanie par rapport au développement des services de protection et d'autres mesures au niveau national dans le but d'éviter la séparation des enfants de leur famille, même quand il y a des risques identifiés dans les familles qui pourraient avoir un impact négatif sur le bien-être de l'enfant. Donc, je vais mentionner certaines de ces initiatives parce qu'en Lituanie, pour limiter le nombre d'enfants dans les institutions, il y a eu plusieurs initiatives mises en place par le gouvernement national ces dernières années. Donc, en 2018, il y a eu une grande réforme principale du système de protection des droits de l'enfance qui a résulté dans la décentralisation du système. Cela veut dire qu'avant, il y avait
des unités de protection qui dépendaient des municipalités et chaque municipalité pouvait décider les pratiques, leurs propres pratiques par rapport à la protection des enfants et de leurs droits. Et elles pouvaient également décider la manière d'organiser et de fournir des services. Et je dirais que le travail réalisé n'était pas toujours d'une excellente qualité. C'est pourquoi, en 2018, le système a été centralisé. Pas décentralisé, mais centralisé. Maintenant, la protection de l'enfance dépend d'une institution nationale, un service de protection nationale qui a des unités territoriales qui mettent en place la protection des droits de l'enfant de manière holistique. Et on a également unifié les évaluations des droits et pendant la réforme, on a introduit de nouvelles mesures également pour faire en sorte que les enfants restent dans leur famille, même quand on identifie des violations des droits de l'enfant. Il y a aussi des services d'équipe mobile. Ce sont des équipes de professionnels qui incluent des psychologues, des travailleurs sociaux et puis aussi des professionnels des addictions. Ces équipes mobiles dépendent du service de la protection des droits et de l'adoption. Il y a 24 équipes mobiles au total qui travaillent dans tout le pays et ils mènent à bien un travail très intense avec des familles dans des cas de violation très grave des droits des enfants, donc la violence, les abus, etc. Et le but de ces équipes mobiles est de résoudre les crises et contribuer à l'identification des facteurs de risque pour que les enfants restent dans leur famille. Et il est très important, à mon avis, que ces équipes mobiles rendent visite aux familles dans le même environnement des familles. Et cela leur permet d'aller dans des familles qui habitent dans des zones éloignées et qui souvent ont un faible accès aux services. Puis aussi, nous avons introduit la gestion des cas dans le but de garantir que quand on a besoin d'aide, d'assistance poussée, disons, dans une famille, pour assurer que tous les services sont fournis de manière coordonnée. Donc, il y a le case manager, le gestionnaire des cas, c'est un travailleur social qui évalue en profondeur les besoins de l'enfant et de la famille et qui assure ensuite que l'enfant et la famille reçoivent tous les services nécessaires, tout le support depuis tous les domaines, y compris le domaine de l'éducation, de la santé, le domaine social, entre autres. Et puis aussi, notre mesure nouvelle qui a été introduite en janvier 2020, le 1er janvier 2020, je pourrais traduire ceci comme protection temporelle. Cela veut dire que dans ces cas de violation grave des droits, donc violence, abus, l'enfant n'est pas séparé de la famille, mais l'enfant est placé sous la protection d'autres parents, d'autres membres de la famille, quelqu'un qui peut aider l'enfant et pendant qu'on essaie de résoudre la situation, bien sûr avec le support de professionnels du travail social, entre autres. Alors, l'enfant peut être placé tout seul ou avec les deux parents ou l'un des parents, le parent qui ne met pas en danger l'enfant. Et dans les cas où l'enfant n'a pas d'amis ou d'autres membres de la famille étroits, ce placement peut être fait dans un centre de crise. L'enfant avec les deux parents ou un seul des deux parents. Et pendant ce type de mesure, les parents gardent tous leurs droits, toutes les obligations par rapport à l'enfant. Donc l'autorité parentale n'est pas limitée. Mais il y a des services intensifs qui sont fournis pour la famille, pour aider la famille à dépasser cette situation de crise et pour éliminer tous les risques identifiés. Je pense que notre pas important en Lituanie a été le développement graduel de services de prévention pour toutes les familles, pour tous les enfants, non seulement pour les familles à risque. Et
Et, pour ce faire, nous avons rédigé un plan d'action d'intégration des services pour la période de 2016 à 2020. Et plus tard, il a été développé jusqu'en 2023. Et en fonction de ce plan, des fonds ont été mis à la disposition des autorités, par exemple donc, des programmes de formation sur l'éducation des enfants, des services de prise en charge des enfants, entre autres. Une autre mesure que nous avons, c'est des centres de jour pour les enfants qui accueillent surtout les enfants à risque et leurs familles. Ils fournissent également d'autres services différents comme des formations de garde positive, des services d'éducation ou qui soutiennent le processus d'éducation. Et ceci a été très utile pendant la pandémie COVID-19 parce que ce type de programme a permis aux enfants d'avoir des ordinateurs et il les a également assistés pendant ce processus d'éducation à distance et de formation à distance. À la fin de ma présentation, j'aimerais également souligner un autre aspect important. Si nous voulons éviter de séparer les enfants de leur famille, éviter qu'ils ne rentrent dans le système de protection, de remplacement, je pense qu'il est très important de leur fournir non seulement des services ou les services traditionnels qui sont en place depuis très longtemps, mais il est également très important d'évaluer en permanence quels sont les services dont nous manquons et garantir le développement de ces services manquants. Par exemple, en Lituanie, pendant longtemps, nous étions en manque de services pour les enfants à comportement difficile et autres types de difficultés. Donc, en 2020, le gouvernement a décidé de mettre en place un programme pilote, un programme pour les familles, un programme basé sur des données probantes. C'est un programme orienté aux familles. C'est un programme de changement des comportements pour les enfants et les jeunes qui ont des problèmes de comportement graves. Notre ministère de la Santé, également, en Lituanie, a décidé de mettre en place notre programme pilote basé sur des données probantes appelé Années incroyables. Il s'agit d'un programme pour apprendre aux parents pour pouvoir éduquer sans violence. Et actuellement, la Lituanie développe un document stratégique global appelé Programme de développement des familles, qui comprend une série de mesures, y compris de nouveaux services pour les familles et pour les enfants. L'un des principaux buts de ce document stratégique est également de nous assurer que les services sont disponibles pour toutes les familles et non seulement pour les familles que nous appelons généralement familles à risque ou les familles qui sont déjà passées par des situations de crise. Mais nous souhaitons également nous concentrer davantage sur le travail de prévention. Donc, de cette manière, nous pouvons aider les familles et les enfants à temps. Et ceci nous permet d'éviter que les enfants rentrent dans le système de protection. Oui, voilà, j'ai terminé. Merci. Merci. J'ai beaucoup aimé votre présentation. Et en fait, c'est la première fois. J'ai vu, enfin, je connais votre situation. J'ai connu une institution à Vilnius en 1998 et je pense que vous avez beaucoup avancé depuis. Merci. Maintenant, nous avons notre débat. Nous allons passer à la discussion avec les discutants. Les discutants vont répondre aux questions posées par nos participants. Je pense qu'il n'y a qu'une seule question. Une question pour Lorenza Fogil. Merci beaucoup pour votre présentation de votre modèle communautaire. D'après vous, comment les ONG peuvent mieux plaidoyer auprès des gouvernements qui ont peu de ressources pour investir davantage dans la prévention pour éviter la séparation des familles? À votre avis, quels sont les facteurs clés pour un plaidoyer satisfaisant? Merci beaucoup. Service social international, Judith Binder, directrice. Merci.
Notre approche a été de nous baser sur une perspective basée en même temps sur les données probantes. Nous voulons donc nous focaliser sur la prévention. Et puis, nous savons que les résultats ne sont pas très bons pour les enfants placés. Mais nous savons qu'il y a beaucoup de ressources qui sont allouées aux institutions. Donc, nous avons souhaité travailler pour changer ces budgets. Nous pensons que si nous investissons davantage dans la prévention, au lieu d'investir dans les institutions, nous aurons des résultats plus positifs. Et pour nous, voilà, ce qui est important, c'est les résultats et nous concentrer sur le processus et montrer où il y a d'autres et de meilleures possibilités. Merci. Ensuite, nous avons une question de Marcus. C'est un commentaire sur la situation des familles. Malheureusement, dans toutes les familles, il n'y a pas de parents affectueux. Et nous devons... Je pense que c'est idéaliste de penser que les sociétés n'ont pas besoin d'un système de support pour les enfants qui ne peuvent aller nulle part. La négligence, le harcèlement, les abus se produisent aussi dans les familles et non seulement dans les institutions. Peut-être, Dr. Gill, vous pouvez répondre à ce commentaire? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend maintenant. Oui. Alors, bien sûr, il y aura toujours des situations dans lesquelles les enfants ne sont pas en sécurité dans leur maison. Mais je pense, au moins au Royaume-Uni, c'est la situation que je connais le plus, je pense que nous devons faire bien plus de choses avant d'arriver à cette conclusion. Il y a beaucoup d'enfants qui sont séparés de manière innécessaire de leur maison. Alors, je pense que lorsque les enfants doivent être séparés, nous devons faire attention aux relations qui sont importantes pour les enfants, comme je l'ai déjà dit, les relations avec les frères et les sœurs, avec d'autres membres de leur famille, le réseau familial plus large. Et bien sûr, la négligence et l'abus se produisent aussi au sein des familles, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour réduire ces risques et pour ne pas juger une situation trop tôt. Donc, avant de décider de séparer un enfant d'une famille, surtout lorsque les enfants et les familles donc s'engagent à ce que la situation soit meilleure. Merci. Merci pour cette réponse. Je suis désolée, mais je pense que nous n'avons plus de temps pour des questions, malheureusement. Et donc, pour terminer, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que nous avons cette enquête Mentimeter et nous aimerions savoir votre avis, connaître votre opinion sur deux questions, l'une après l'autre. Veuillez suivre le lien que vous trouverez dans le chat et veuillez saisir le code pour pouvoir participer à cette enquête, ces questions. Première question. Alors, quelles autres considérations aimeriez-vous que le comité prenne en considération? Ça, c'est en fait la deuxième question. Quelles autres considérations aimeriez-vous que le comité prenne en considération? Il n'y a pas de réponse encore qui s'affiche sur l'écran. Et donc, pour conclure, j'aimerais dire qu'à mon avis, ce workshop a été extrêmement important
et provocateur d'idées et de réflexions. Il est difficile d'identifier des thèmes à part ceux autour du renforcement des familles dans toutes les étapes. Et puis aussi l'importance de l'identification précoce des problèmes auxquels les familles doivent faire face et également l'importance de l'identification des services nécessaires pour éviter le placement des enfants en institution. J'étais surpris par l'importance de l'unification, de la réunification de ces personnes qui ont été placées en institution. Les histoires que nous avons écoutées montrent qu'il n'est jamais trop tard pour réintégrer un enfant qui a été placé en institution de retour dans sa famille. Ceci est considéré à l'article 25 de la Convention en particulier, qui stipule qu'il devrait y avoir une révision périodique dans tous les cas de placement afin de réintégrer l'enfant, si possible. Nous voyons maintenant beaucoup de réponses dans le Mentimeter. Mais ça avance trop vite. Yes, I think before the time has passed so quickly. Et je pense que le temps s'est écoulé vraiment rapidement. Donc, j'aimerais que Maïcha prenne la parole avant la fin de notre session. Masha, are you there? Thank you. Maïcha, êtes-vous là? I would like to thank our speakers. J'aimerais remercier nos orateurs et discutants pour vos contributions et pour répondre aux questions. La discussion a porté beaucoup de fruits. Merci beaucoup pour vos contributions et vos idées. J'ai vraiment aimé d'écouter et d'apprendre tellement de choses à partir de vos contributions. Donc, je vous remercie. Merci, Macha. Voilà, je pense que nous n'avons plus de temps. Nous avons donc le temps de cette session est terminé maintenant. Et à mode de conclusion, quelques mots d'appréciation. Je pense que toutes vos contributions étaient très intéressantes, très poussées, très enrichissantes, très inspirantes pour considérer les défis que nous devrons relever à l'avenir pour améliorer la protection des enfants, pour garantir qu'ils grandissent dans des familles enrichissantes. Et ceci fait bien partie de la Convention. Merci beaucoup à tous pour votre participation. C'était vraiment mon plaisir. Et nous allons maintenant passer à la séance suivante. Merci beaucoup. Okay, congratulations. Well done. To access the next session, we will shortly post the link to a document where you can see the link for the next session.